Bonjour à tous, Stéphane Monéger. Alors moi je suis responsable système d'information d'un hôpital. Je suis nouvel adhérent d'Uclusif et en cadeau de bienvenue, j'ai le droit de monter sur l'estrade aujourd'hui. Donc merci Lionel. Les hôpitaux sont des entreprises un peu particulières, mais sont quand même des entreprises. Donc tout ce qu'a pu vous dire, tout ce qui a été présenté précédemment est pour une grande partie d'actualité dans le monde hospitalier. Donc je m'étendrai peut-être un petit peu moins sur ce que j'avais à vous dire, mais on verra les différences. Et puis j'ai essayé d'axer ma présentation sur l'évolution entre 2010, 2014, 2018, parce que le monde hospitalier est quand même un monde qui évolue un petit peu moins vite que l'entreprise, donc c'est intéressant de mesurer les tendances. Alors la présentation de l'échantillon, Lionel vous en a parlé, le périmètre a été modifié, on est descendu sur les hôpitaux de 100 lits, on a étendu l'enquête aux EHPAD, aux maisons de retraite, pour couvrir un périmètre un petit peu plus large. 127 hôpitaux et 24 structures d'hébergement médicalisé ont répondu, donc 151 structures. Donc afin que l'échantillon soit représentatif, comme pour les entreprises, il y a eu un redressement. Et pour qu'on puisse... Alors, vous verrez dans le rapport, il y a deux types d'analyses. Il y a une analyse purement 2018, où là, on ne fait pas de comparaison. Donc, c'est basé sur les 151 établissements. Et puis, il y a une analyse périmètre 2014, c'est le terme, avec un échantillon 2018 qui est redressé afin qu'on puisse faire des comparaisons. Voilà. Alors... un des faits majeurs de l'étude est la croissance spectaculaire du nombre de politiques de sécurité qui ont été formalisées. On passe de 50% à plus de 90% de PSSI formalisés dans les hôpitaux, donc ça c'est assez remarquable. Ces PSSI sont globalement à jour, elles sont massivement soutenues par les directions, ça c'est intéressant, largement communiquées à toutes les parties prenantes. Les principaux acteurs de ces ça va trop vite. Les principaux acteurs sont la direction générale, les directions systèmes d'information et le RSSI en troisième position. Et ces politiques, dans plus de 80% des établissements, sont pilotées en s'appuyant sur des normes et sur des référentiels. J'adapte un petit peu mon écran. Je ne vois pas tout ce que j'ai à vous dire et puis je n'ai pas tout appris par cœur. Donc... Voilà. Beaucoup d'établissements ont effectué un inventaire au moins partiel de leurs risques, ce qui est un progrès par rapport aux précédentes études. En ont déduit pour beaucoup des plans de réduction des risques, et même certains ont mis en place dans leur tableau de bord des indicateurs relatifs aux risques. Alors sur le thème de l'organisation et des moyens, il est très positif de noter une croissance forte de la fonction RSSI. On est passé de 60% de RSSI dans les hôpitaux à plus de 90%, donc c'est assez spectaculaire. Ça devient un vrai métier, puisque c'est une fonction à temps plein dans un établissement sur deux. Ça a plus que doublé, on est passé de 26% à 58% en 4 ans. Et il y a un rattachement hiérarchique qui est assez élevé, puisque 60% des RSSI sont rattachés à la direction générale. On parle aussi d'équipe maintenant, donc plus d'une personne, équipe SSI, dans plus de 70% des établissements. Donc on est plus seul, en fait, au monde, à essayer de pousser la roue. Il y a une évolution vers la mutualisation aussi de cette fonction entre plusieurs établissements. Ça, c'est une tendance forte qui va se développer avec, alors tout le monde ne connaît pas le monde hospitalier, mais on est sur une réforme de groupement hospitalier de territoire pour regrouper des établissements sur un territoire afin de les faire converger au niveau système d'information, entre autres, sur une logique commune, collective. Donc il y a beaucoup de démarches de mutualisation et en particulier au niveau de ces fonctions-là. Et ça sera intéressant aussi de voir ce qui va se passer avec le RGPD au niveau de ces fonctions-là, au niveau des fonctions de DPO par exemple. On constate par contre que les hôpitaux sont incapables, enfin on ne va pas dire ça, évaluent mal en fait les coûts liés à la sécurité. Plus de 81% des établissements déclarent ne pas le faire. Ces mêmes établissements affirment que les budgets sécurité de l'information sont en augmentation pour un établissement sur 3 et même pour 2/3 des établissements quand on arrive sur les gros hôpitaux. Ça, c'est une tendance forte, puisque la précédente étude pointait plutôt une stabilité des budgets.
L'enquête pointe quand même le manque de budget et l'absence de personnel qualifié qui sont identifiés comme étant des freins à la mise en place et à la conduite de politiques de sécurité efficaces dans le monde hospitalier. Donc il y a encore pas mal de travail dans beaucoup d'établissements pour construire un vrai budget sécurité qui s'appuie sur un projet, une politique. Voilà. Il nous reste encore du chemin à faire. Alors le thème de la sécurité des ressources humaines, là encore les indicateurs sont en progression. Tous les établissements, ou presque, ont une charte du système d'information, largement communiquée, qui est opposable dans la plupart des cas, qui est signée dans 3/4 des établissements, c'est important que ce soit signé, ça apporte une certaine valeur, qui est adressée par les établissements à leurs fournisseurs dans 3/4 des cas, et qui est soumise aux instances. Les hôpitaux ont tout un tas d'instances qui valident, qui entérinent. Voilà, donc c'est soumis aux instances dans 9 cas sur 10. Beaucoup d'établissements mettent en place des procédures de gestion des départs, gestion des droits, restitution de matériel. On est passé là aussi en 4 ans de 60% à 80%, donc c'est assez significatif. Et enfin, 3 établissements sur 5 ont un programme de sensibilisation à la sécurité de l'information. Donc comme pour les entreprises, il y a une croissance forte, on est à près de 50% de croissance sur cet item-là. Les moyens de cette sensibilisation sont les supports d'information classiques, intranet, mail, journaux. Il y a un focus plus particulier dans les hôpitaux sur les VIP, sur les équipes de direction, plus 166% à ce niveau-là, afin de toucher plus haut pour que nos politiques soient plus efficaces. Et le volume des actions de sensibilisation qui sont périodiques, là aussi, comme dans les entreprises, a plus que doublé en 4 ans. Par contre, comme souvent dans le monde hospitalier, la mesure de l'impact de ce que l'on fait est très faible. Moins de 30% des établissements mesurent les impacts des PSSI, ce qui n'aide pas d'une part à construire des budgets et à justifier l'usage de l'argent qui a été investi. Bon, la culture hospitalière n'est pas encore au niveau de la culture d'entreprise. Le ROI et tous ces gros mots-là ont du mal à nous atteindre. Alors, l'inventaire des actifs, que ce soit l'information ou les supports, est quasiment généralisé. Ça, on revient de loin. C'est un point très positif. La classification de ces actifs, au moins partiellement, progresse beaucoup. Alors, on classifie afin de définir des niveaux de protection. L'inventaire, au moins partiel des risques, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, devient une généralité. Plus de 80% des établissements répondants ont fait des inventaires de risques, des analyses de risques, cependant avec le bémol que seulement un établissement sur 3 utilise une méthode formelle, EBIOS, ISO 27005, MERI. Le gestionnaire de risque, le risk manager, c'est un RSSI dans une grande majorité des cas. Et enfin, 3/4 des établissements conduisent des plans de réduction des risques et des plans d'amélioration. Là aussi, on revient d'assez loin dans le monde hospitalier. Dans le domaine du contrôle des accès, alors là, on l'a vu tout à l'heure avec Lionel, il y a une grande diversité des modes d'authentification. Il y a 5 modes qui sont en progression, un qui est en baisse, je vous laisse consulter les chiffres. Cette diversité traduit une volonté affirmée des structures de santé de suivre les exigences réglementaires qui s'imposent à nous. Elles sont nombreuses, elles s'enchaînent. Ça traduit aussi la diversité des technologies qui ont pu être expérimentées, certaines retenues, d'autres rejetées. Et il y a aussi, je dirais, une vraie volonté de s'adapter aux usages des métiers. Donc on essaye un petit peu tout, on regarde ce qui marche mieux, ce qui coûte moins cher aussi, et ce qui correspond au final à la maturité des technologies. En tout cas, l'utilisation de ces différentes technologies au niveau des hôpitaux n'est pas homogène et varie bien évidemment suivant la taille des structures et leur niveau de maturité technique. Beaucoup d'établissements disposent de procédures formelles de gestion des comptes, alors gestion des droits habilitation en particulier, c'est en augmentation depuis 2010. Il y a aussi des procédures pour tout ce qui est gestion des mots de passe, de la complexité, de la péremption. Alors,
Dans le monde hospitalier, le numérique gagne tous les secteurs d'activité. On a fait un recensement, enfin, on a mis à jour notre cartographie logicielle il y a une quinzaine de jours dans mon établissement. On en est à plus de 140 logiciels, donc c'est énorme. Et malgré ça, on a toujours un dossier patient papier qui est énorme, qui suit le patient partout où il passe. Donc une des questions qui était posée là, sur ce thème-là était de savoir sur qui portait la responsabilité de la gestion de ce dossier patient. Donc quand le dossier patient est auprès du patient, la responsabilité est celle du corps médical pour 75% des établissements. Là, c'est en progression puisqu'on était à moins de 50%. En 2010, d'établissements qui posaient la responsabilité de ce dossier sur le corps médical. Et quand le dossier du patient est en transit ou dans son lieu de stockage aux archives, c'est le management de l'hôpital qui est responsable de ce dossier. Pour l'édition 2018 de notre enquête, on a rajouté des nouvelles questions, en particulier une qui concernait la sécurité physique des salles-machines. Quels sont les dispositifs de sécurisation des salles? Il y a 3 dispositifs qui se dégagent. Le premier, c'est la détection incendie, avec 66% des réponses. Alors, c'est un impératif réglementaire, dont on ne devrait pas avoir le choix. Donc tout le monde n'est pas forcément au courant que c'est une obligation. Ensuite, la vidéosurveillance. Il y a beaucoup de passages dans les hôpitaux, il y a beaucoup de situations qui peuvent être dangereuses, à risque. Donc c'est en croissance forte. Et puis le dernier dispositif, c'est le contrôle d'accès par badge qui remplace nos trousseaux de clés. On voit des gens de la sécurité qui se promènent avec des trousseaux de clés énormes dans les hôpitaux. Et puis les codes et qui remplacent aussi les digicodes avec le code 1, 2, 3, 4 qui ouvre toutes les portes de toutes les pharmacies de tous les hôpitaux. Voilà. Pour ce qui est des technologies approches de sécurisation dans le monde hospitalier, on constate une nette priorité à la protection des outils de mobilité. Bon, comme pour les entreprises, on s'y est mis un petit peu tardivement. Ça prend en compte la transformation numérique et en particulier l'évolution de nos usages. Au niveau de l'hôpital, on commence à accéder au système d'information depuis l'extérieur. On commence. On est en train de développer aussi des outils de plateforme pour la prise en charge d'un patient sur tout un territoire avec toute une multiplicité d'intervenants. Voilà. Donc, on essaie de faire des efforts sur la sécurisation de ces outils-là. Les PC sont, comme on l'a vu tout à l'heure, bien sécurisés. Le focus est maintenant sur tous ces outils de mobilité. Autre technologie, les systèmes de détection-prévention d'intrusion qui sont en train de devenir des composants critiques d'une architecture de sécurité dans le monde hospitalier, les sondes IDS, IPS. Concernant les vulnérabilités techniques, il y a une augmentation significative du nombre d'établissements de santé qui effectuent de la veille en vulnérabilité, 9 sur 10. Cependant, 1 sur 2 formaliserait des procédures de déploiement de correctifs de sécurité, et je vous avoue qu'effectivement, on ne patche pas les serveurs Windows dans le monde hospitalier. Bon, les éditeurs ne le permettent pas forcément, et puis on n'a pas le temps, c'est trop compliqué, et ça génère souvent plus de problèmes que de bénéfices. Et ces vulnérabilités concernent un périmètre qui est mal maîtrisé. Dans le monde hospitalier, on a le biomédical, on a les services techniques, et ce sont des mondes un petit peu à part avec l'informatique. Ils sont pourtant connectés au réseau, mais il y a de grosses lacunes et de grosses vulnérabilités sur ces domaines. Alors, autre fait notable dans les pratiques de sécurité, c'est le filtrage des accès Internet qui explose. En 2010, 14% des établissements filtraient leurs accès Internet. On en est à 75%. Donc ça, c'est vraiment énorme. Pour nous, à l'hôpital de Brive, ça arrive en 2016 avec l'arrivée des cryptolockers. Voilà. Et on est toujours on tient bon sur les règles de filtrage, même si on essaie de détendre un petit peu les choses, mais voilà, il n'y a pas le choix. Il y a une stabilité sur les interdictions qui frappent le BIOD, qui frappent l'accès aux réseaux sociaux. Ça ne se développe pas, ce qui se confirme avec les entreprises. Et il y a des interdictions
qui sont en recul, en léger recul. L'accès au système d'information depuis des postes extérieurs est interdit dans les hôpitaux, dans les établissements de santé, dans un établissement sur deux. C'est en légère baisse, mais un établissement sur deux n'autorise pas l'accès avec des postes extérieurs. De même, les smartphones et tablettes d'entreprise sont interdits dans un établissement sur deux, en légère baisse. La relation avec les fournisseurs, alors dans cette enquête, fait l'objet de nouvelles questions. Donc on a recours à des spécialistes de l'hébergement de données de santé. C'est relativement répandu, puisque plus de 42% des établissements ont externalisé tout ou partie de leur système d'information. Cette externalisation est relativement sous contrôle, puisque moins de la moitié des établissements effectuent un suivi régulier de leur hébergeur de données. Et 30% des établissements réalisent des audits. Voilà. Donc les chiffres sont un petit peu moins bons que pour les entreprises au niveau de l'hôpital. Alors en termes d'hébergement, c'est une activité qui est soumise à règlement. Les premiers hébergeurs de santé sont apparus en 2009, on en est à un peu plus de 100 hébergeurs de santé, de données de santé. Et en 2018, la procédure d'agrément va changer. On passe sur une certification, donc avec un référentiel qui va être beaucoup plus contraignant. Donc ça, c'est une évolution majeure pour les hébergeurs de données de santé. Et on peut s'attendre à une progression de l'externalisation avec la mise en place des groupements hospitaliers de territoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisqu'on est amené à faire des schémas directeurs, systèmes d'information convergents, avec à terme peut-être un système d'information unique, partagé par tous, mais ailleurs que chez nous. Alors pour ce qui est des services SaaS Cloud, on est un petit peu en retard, puisque 25% des établissements ont recours à ce type de service, plutôt dans des clouds privés, sous contrôle de la direction système d'information. Par contre, il n'y a pas de politique d'utilisation du cloud, des services cloud dans nos structures. C'est le début. De plus en plus d'établissements ont une cellule de collecte et de traitement des incidents. C'est une progression forte. Alors si on est sur des données périmètre 2014, on passe de moins de 50% des établissements qui avaient une structure en 2014, à plus de 3/4 des établissements qui ont mis en place ce type de structure. La taille de l'établissement, effectivement, joue de façon favorable par rapport à ces types de structures. Plus on est gros, plus c'est facile de mettre des ressources. En tout cas, les établissements semblent se donner les moyens de traiter les incidents, de les collecter efficacement et de les gérer. Pas d'évolution quant aux principales sources d'incidents, les incidents étant majoritairement résolus en moins de 24 heures. Ce qui est positif, c'est qu'on constate un très net recul de la sinistralité. Alors, on a toujours en number one les indisponibilités suite à des pannes d'origine interne. Viennent ensuite les infections par virus qui sont signalées dans plus de 42% d'établissements. Après, pour ce qui est des autres attaques informatiques, elles sont repérées dans moins d'un établissement sur 10. Il y a une forte diminution des vols, ça c'est en progression, c'est une courbe descendante depuis 2010. On est passé de 44%, 37% et maintenant à 27% d'établissements. Donc les politiques de contrôle d'accès portent leurs fruits à ce niveau-là. De même, la perte de services essentiels est en diminution très forte, suivant la même courbe que les vols. Et ce recul global de la sinistralité se constate aussi à travers le nombre moyen d'incidents par catégorie. Il y a de 2 à 3 fois moins d'incidents par type de catégorie qu'en 2014. Donc ça, c'est un point, c'est un indicateur de mesure de la portée de nos politiques de sécurisation. Les dépôts de plaintes restent faibles, même si ça a augmenté. Et puis depuis septembre, je crois, 2016, on est obligé de signaler, alors sans délai, les incidents graves de sécurité dans le monde hospitalier. Peu d'incidents graves sont signalés. C'est quoi un incident grave?
c'est des incidents qui ont des conséquences potentielles sur les soins, sur la sécurité des données, sur l'intégrité, qui peuvent porter atteinte au fonctionnement général de l'hôpital. Donc on ne signale pas. Par contre, effectivement, nous on a, je ne vais pas dire tous les jours ce type d'incident-là, mais on en a, mais ils ne sont pas signalés. Alors tout à l'heure, on vous a parlé du panorama de la cybercriminalité du CLUSIF. Donc les hôpitaux, ben, le sujet majeur, c'est le phishing. Par contre, les impacts constatés sont relativement faibles. Pour en terminer avec les incidents, il y avait des questions sur leur impact financier. Alors, peu d'établissements de santé font une analyse de l'impact financier des incidents, comme les entreprises. Peu, très peu même, ont conduit une démarche d'analyse de la valeur en cas de données perdues, altérées, volées. On est très 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 loin à ce niveau-là. Peut-être encore plus loin que pour les entreprises. Dans le domaine de la continuité de sécurité de l'information, donc il y a un net développement de la mise en place de dispositifs de gestion de crise. Plus d'un établissement sur deux dispose d'une cellule avec une salle de crise qui est équipée. L'indisponibilité d'un fournisseur essentiel est par contre un des parents pauvres de la gestion de la continuité d'activité. Par contre, on fait des tests de nos PRA, de nos PCA quand on en a. Ça, c'est en progression. En 2014, 50% des établissements ne faisaient pas de tests. En 2018, seuls 15% n'en font pas. Donc on mesure plutôt là ceux qui ne font pas plutôt que ceux qui font, parce que c'est compliqué de mesurer ce qui est fait, mais voilà. Il y a une note optimiste à ce niveau-là. Et la continuité, évidemment, est mieux prise en compte en fonction de la taille de la structure. Plus c'est gros, mieux on sait gérer. On va terminer avec le thème de la conformité aux obligations légales et réglementaires. Donc 67% des hôpitaux et EHPAD déclarent être soumis à des lois et des règlements spécifiques en matière de sécurité de l'information. Alors ce chiffre est un petit peu étonnant puisqu'on est tous soumis à ces règlements, on est tous soumis à des obligations. Donc ça traduit peut-être une méconnaissance de ces réglementations dans notre domaine de la santé. Par contre, plus de 8 établissements sur 10 sont conformes aux exigences du programme Hôpital numérique. Donc là, c'est un point positif, en progression. Bon, nous sommes soumis, comme toutes les entreprises, au RGPD. Donc 56% des structures de santé déclarent être prêtes. Alors 4/5, c'est très partiellement. Mais en tout cas, le travail est engagé, c'est ce qui est important. Il y a quand même une forte disparité suivant la taille des structures. En corollaire, la responsabilité de déclarer les traitements actuellement est assurée aux 2/3 par le RSSI. Donc ça sera intéressant de voir comment ça va s'articuler avec le DPO, le DPD dans le cadre du RGPD pour éviter les conflits d'intérêts entre ces différentes fonctions ou les mutualisations possibles. On essaie de piloter, de mettre en place des tableaux de bord. Donc un peu moins de 40% des établissements ont des tableaux de bord de la sécurité SI. C'est une progression. Et par contre, là, on constate un fort développement des audits. 7 établissements sur 10 font des audits, entre 1 et 5 audits par an. C'est assez énorme. Plus l'établissement est grand, évidemment, plus il fait d'audits. Ces audits se font dans le cadre d'une démarche proactive, donc on n'attend pas d'avoir des problèmes pour essayer de les résoudre. Ça, c'est positif. Ce sont principalement des audits techniques. Audit d'architecture, test d'intrusion, audit de conf. Vous avez le détail. En synthèse, tous les établissements, ou presque, ont une politique de sécurité. C'est positif. Et répondent à des exigences réglementaires. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais dans le monde hospitalier, on en a beaucoup, elles s'enchaînent, donc c'est ce qui nous permet d'avancer. Sans ces contraintes, je pense qu'on serait beaucoup plus loin. Il y a enfin des ressources ciblées pour mettre en œuvre ces politiques de sécurité. On parle d'équipe RSSI. Le RSSI n'est plus tout seul. Il est souvent à temps plein. On a des cellules de gestion de crise. On a des process de gestion des incidents.
on a des process de gestion des changements. Les établissements ont une meilleure connaissance de leur système d'information. Donc, qui veut bien sécuriser doit bien connaître. En particulier, on a progressé sur l'inventaire de nos actifs, sur la cartographie. Les hôpitaux connaissent aussi mieux les risques auxquels ils sont confrontés, à travers les différents audits, à travers les inventaires de risques qui sont en progression forte. On a aussi beaucoup plus de procédures, gestion des départs, des procédures de test, des procédures de gestion de crise, on s'outille. Et les actions de sensibilisation, comme pour l'entreprise, sont en croissance très très forte. On fait beaucoup de plans de réduction des risques. Ces plans sont efficaces. On peut le mesurer à travers la diminution de la sinistralité dans nos établissements. Les budgets sont en croissance, mal identifiés, insuffisants. On ne sait pas évaluer les coûts de ce que l'on fait. On ne sait pas évaluer l'impact financier d'un incident. Donc là, il y a quand même un gros bémol. Les usages en mobilité se développent, sont de plus en plus surveillés, sont de plus en plus contrôlés, ça c'est positif. Ce qui va être à suivre pour les années à venir, ce sont les évolutions induites par les réglementations qui nous touchent, les groupements hospitaliers de territoire, le RGPD, et les évolutions qui vont arriver sont forcément l'externalisation de toute ou partie de nos SI, la mutualisation de composants techniques, la mutualisation de fonctions, de métiers, le RSSI, le DPO. Voilà, ça va bouger dans le monde hospitalier, je pense, dans les prochaines années. Voilà pour ma partie.